Donc je vais essayer de faire en 15 minutes l'exercice qu'ont fait déjà des collègues auparavant, en accent, parce qu'on ne peut pas tout dire sur 15 minutes, sur la vaccination. On va faire beaucoup d'épidémiologie et de la vaccination. J'ai beaucoup trop d'éminents virologues, entomologistes et compagnie ici pour pouvoir oser en parler. Alors déjà, on commence toujours par une étiquette clinique. Donc là, je vous ai mis le classique chez nous, c'est-à-dire la prévention. En fait, Monsieur Amarello, forcément, on consulte au CVI, centre de vaccination, en prévision d'un voyage touristique de 15 jours au Brésil, à Rio, dans sa région, pendant les vacances de février à venir. Il va très bien, il a eu une leucémie il y a 5 ans, guéri après une chimio et une allogreffe de moelle. Il demande s'il doit être vacciné. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qu'on va avoir au centre médical le plus souvent. Les cas de fièvre jaune au retour de voyage, vous verrez plus tard, c'est rare. Donc là, en l'occurrence, la question, ça va être, est-ce qu'il y a une indication? Si oui, on va discuter s'il y a ensuite une contre-indication. Bon, pour mémoire, la fièvre jaune est une arbovirose transmise par différents moustiques, du genre Aedes, principalement en Afrique, en Amérique, et Haemococcus sabetes en Amérique. L'activité de piqûre est diurne, c'est un flavivirus, voilà pour toute la virologie. Historiquement, c'est un vrai fléau qui est arrivé depuis l'Afrique tropicale en Amérique du Sud, à l'occasion de la traite des esclaves. Donc, les premières grandes épidémies, en fait, ont été décrites en Amérique du Sud au cours du XVIIe siècle. J'ai mis quelques exemples. 1793, une épidémie à Philadelphie, donc 5000 décès, 10% de la population de la ville a été tuée. Et la dernière épidémie dans le continent nord-américain, c'est la Nouvelle-Orléans en 1905, avec 8400 cas, 908 décès. Au plan clinique, c'est après une incubation initiale de 3 à 6 jours, d'abord un syndrome grippal, qui est suivi soit d'une guérison, ce qui donne éventuellement des formes post-symptomatiques, soit d'une fausse guérison, puisqu'on a une réaggravation après quelques jours, et une évolution vers une hépatonéphrite hémorragique. Donc c'est une fièvre hémorragique virale, en fait. On observe malgré tout, comme avec beaucoup d'arboviroses, des formes asymptomatiques. De fréquence assez variable, mais ça peut monter jusqu'à un cas sur 2. La létalité des formes graves, elle est de 20 à 50% et malheureusement, on n'a aucun traitement. Alors le cycle épidémiologique, je vais être bref, le réservoir est principalement simien et forestier. Donc le cycle naturel, c'est la forêt tropicale africaine ou la forêt maintenant amazonienne, avec un cycle entre des singes de canopée et des moustiques. L'homme va s'introduire dans le cycle, soit en forêt pour ce qui est de l'Amérique latine, soit en forêt ou en savane pour ce qui est de l'Afrique. La cartographie de l'endémie amaryle, donc ça représente à peu près 900 millions d'individus à risque sur les zones tropicales d'Afrique et d'Amérique latine tropicale. L'estimation OMS est de l'ordre de 200 000 cas par an, dont 30 000 décès, avec à peu près 90% en Afrique et 10% en Amérique latine. Vous voyez sur la partie droite sur la carte Amérique latine, toute la partie qui est un petit peu rosée sur la côte correspond à l'extension de la zone d'endémie sur les cartes liées aux épidémies très récentes au Brésil. Voilà les événements épidémiologiques récents, c'est pour l'Afrique beaucoup l'Angola, RDC en 2016, avec des grosses conséquences dont je vais vous parler, un peu l'Ouganda et surtout actuellement au Nigeria depuis 2017, 2018 et même début 2019 actuellement. Les grosses épidémies en Amérique latine, ça a été le Brésil à l'été 2016-17 et à l'été 2017-18. Alors, on a, outre un problème épidémique local, un problème de diffusion ou de risque de diffusion à l'extérieur via des voyageurs. Donc là, vous avez vu que pour ce qui est de l'épidémie angolaise, on a eu pour la première fois apparition de cas de fièvre jaune en Chine. Ça remonte à 2016, avec éventuellement une inquiétude potentielle qui est liée à la présence d'Aedes aegypti dans beaucoup d'endroits de l'Asie. Pas forcément le plus en Chine, mais dans beaucoup d'endroits d'Asie. Et puis, de façon plus récente, pour ce qui est du Brésil, une importation de cas en Europe, voire dans les pays limitrophes qui sont non endémiques. Voilà, la fièvre jaune chez les voyageurs, c'est classiquement un événement rare jusqu'à 2016, puisqu'on avait à peu près une dizaine de cas publiés, rapportés dans la littérature, 8 décès. Donc il y a un biais de publication, clairement, mais quand même relativement peu de cas, tous chez des voyageurs non vaccinés, sauf un, entre 70 et 2015. Et là, en fait, depuis 2016, on rapporte un nombre croissant de cas, puisqu'on a eu plus d'une quinzaine de cas, dont 11
11 au retour de Chine depuis l'Angola en 2016. Et puis, je vous ai mis les données des 3 premiers mois de 2018 pour ce qui est des cas de fièvre jaune chez des voyageurs. Donc vous pouvez voir, ça fait 12 cas, dont 4 décès, ce qui fait un taux de létalité de 33%. Tous étaient non vaccinés en bas. Et vous voyez, il y a 2 cas en France. En fait, il y a eu à peu près entre 5 et 8 cas de fièvre jaune importés en France en début d'année dernière. Tous n'ont pas été publiés. Le dernier cas, c'est novembre 2018, chez un voyageur néerlandais au Sénégal et en Gambie. Et le dernier cas français, c'est un Suisse qui a voyagé en Guyane non vacciné et qui est rentré ensuite sur l'Europe pour être transplanté parce que l'évolution n'est pas forcément favorable. Alors, la vaccination est la clé de la prévention. D'une façon générale, elle repose sur le vaccin vivant atténué Stamaril. C'est la souche Rockefeller 17D D204 pour le vaccin Stamaril qui est européen, cultivé sur embryon de poulet. Elle a été découverte dans les années 30 par Teller, ce qui lui a valu le prix Nobel en 1951. Elle consiste en une seule injection 10 jours avant le départ et peut se pratiquer à partir de l'âge de 9 mois, et rarement entre 6 et 9, et avec une excellente immunogénicité, puisque vous voyez que c'est des résultats récents qui sont sur des études de comparaison de 2 vaccins aux États-Unis. Chez les adultes de plus de 18 ans, 80% de séroconversion à J10 et 99% à J30. Chez les enfants, les résultats sont un petit peu moins bons. Sur les 2 vaccins, on avait 90% avec un vaccin, 95% avec l'autre à J30. Voilà, c'est le seul vaccin qui est soumis au règlement sanitaire international. Donc s'il est parfois obligatoire ou recommandé, il est toujours indispensable quand on va en zone d'endémie. C'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos voyageurs. Le caractère obligatoire ou recommandé n'est pas un élément médical, c'est juste un élément réglementaire. Donc je vous ai mis une carte ci-dessous où vous voyez effectivement qu'en foncé, vous avez les zones qui sont des pays où la vaccination est obligatoire. Exemple, le Mali. Alors que, par exemple, au Sénégal, où on a régulièrement des cas dans l'est du pays, on a juste une recommandation. Voilà. Donc, il faut se baser sur des données épidémiologiques et non sur des données réglementaires pour décider. Alors, la tolérance de la vaccination est plutôt bonne d'une façon générale. On a plus de 300 millions de doses qui ont été, pour le Stamaril, administrées depuis 35 ans. Ce qui en sort de façon claire, c'est un syndrome grippal au moment de la phase de virémie vaccinale, c'est-à-dire à J4, J7. C'est un syndrome fébrile transitoire dans à peu près un quart à un tiers des cas. Les effets indésirables exceptionnels peuvent quand même malgré tout être décrits et c'est ce qui nous pose problème par rapport à des populations à risque. Donc il y a des allergies aux protéines de l'œuf, à l'ovalbumine, et il y a surtout, de façon rare, et c'était initialement décrit chez des jeunes enfants de moins de 6 mois, des encéphalites post-vaccinales, avec un risque qui est estimé à peu près 1 pour 200 000 cas. On a aussi des syndromes de déférence viscérale post-vaccinale. En fait, ce sont des fièvres jaunes post-vaccinales, avec une trentaine de cas décrits depuis 1996 et un risque estimé aux alentours de 1 pour 250 000. Je vous rappelle qu'un effet indésirable, imprévisible, inconnu, c'est de l'ordre de entre 1 pour 100 000 et 1 pour 1 million pour un vaccin, un médicament ou tout. Donc on est dans l'ordre des choses normales. Il semblerait que ces risques soient un peu majorés chez les patients âgés de plus de 60 ans ou en cas de pathologie du thymus, donc thymectomie a fortiori. Donc, de ces effets, on en déduit les contre-indications qui sont les déficits immunitaires, qui soient acquis, congénitaux ou liés à des thérapeutiques immunosuppressives. Un dysfonctionnement thymique ou une thymectomie, une allergie vraie à l'ovalbumine de l'œuf, un enfant de moins de 6 mois, ou éventuellement, mais ça c'est comme pour beaucoup de vaccinations, une infection grave évolutive pendant laquelle on va attendre éventuellement de vacciner. La grossesse et l'allaitement sont des contre-indications qui sont relatives, même si dans la mesure du possible on essaye d'éviter. Si on prend l'exemple des femmes enceintes, on n'a pas eu, outre des virémies qui ont été mises en évidence, d'effets secondaires phétopathogènes mis en évidence. Et puis, du fait de ces risques un peu majorés, au-delà de 60 ans et en dessous de 6 et en dessous de 9 mois, on considère que c'est juste une précaution. Alors, la durée de validité était jusqu'à présent considérée comme de 10 ans, et depuis une position d'un comité sur la vaccination de l'OMS en juillet 2013, on considère que la validité est durant toute la vie du sujet vacciné. Donc la révision du RSI qui était impérative de ce fait a été validée en 2014 et la disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2016. Donc depuis cette période-là,
on n'exige plus autre qu'une seule injection vaccinale pour considérer qu'on est protégé. Ensuite, est-ce que c'est pour des bonnes raisons que ça a été décidé? Oui, pour ce qui concerne l'efficacité, en sachant que j'aurai que des données qui sont indirectes, puisqu'on n'a pas d'études d'efficacité chez l'homme, mais on a une documentation relativement limitée d'échecs de la vaccination dans la littérature, sous réserve évidemment de l'absence d'exhaustivité absolument parfaite. Bon, vous pouvez constater entre 1942 et 2002 une dizaine de cas d'échecs, dont un certain nombre pendant une période d'épidémie, avec des vaccinations qui ont pu survenir en phase soit virémique, en phase pré-virémique, où la maladie a pu survenir pendant la phase d'arrivée de l'immunité post-vaccinale. C'est certainement sous-estimé, mais ça reste relativement limité au regard du nombre de vaccinations qui ont été faites. Il semblerait sur les cas chinois de 2016 que sur les 11 cas, il y ait 6 cas de patients qui ont été vaccinés, ce qui est un petit peu étonnant. Ensuite, ce sont des données qui viennent d'être publiées 2 ans après, avec un petit peu de retard. Et sur ces 6 cas, il y a à peu près 4 cas pour lesquels on avait une vaccination qui remontait à moins de 15 jours, donc probablement une moindre efficacité. Alors la raison 2, pareil, c'est une excellente immunogénicité à long terme. C'est basé sur la mesure d'anticorps neutralisants, à défaut d'avoir plus simple. Sachez que cette méthode est relativement faite en routine en France, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. On utilise la technique de neutralisation par réduction de plage. Le problème, c'est que les techniques ne sont pas forcément harmonisées sur le plan du pourcentage de réduction de plage qui est visé, entre 50 et 90%. Le seul seuil qui est considéré comme consensuel, c'est à peu près 1/10. Le corrélat de protection, en fait, est pas si clair, en tout cas chez l'homme. C'est une donnée qui a été obtenue sur des études, c'est le singe rhésus à l'origine. Alors ensuite, l'immunogénicité, quand on regarde, elle est de mieux en mieux documentée à long terme, tant en anticorps neutralisants que ça commence à arriver de façon plus récente au plan de l'immunité cellulaire, puisqu'on a une bonne réponse CD8T durable sur des données assez récentes. Le suivi de sujets vaccinés, donc c'est sur ces données-là que le comité SAGE s'est prononcé sur la validité à vie. Donc on a en gros entre 75 et 100% des sujets vaccinés qui sont encore protégés une dizaine d'années après. Ensuite, on a des populations qui sont assez hétérogènes. On n'a pas la certitude qu'il n'y a eu qu'une seule ou plusieurs injections. Il y a des comorbidités qui sont un peu différentes, etc. L'idée, c'est qu'à peu près à 35-40 ans, on a un palier, vous avez vu, c'est avec 78%, ça c'est des vétérans américains de la guerre, donc on est à peu près sûr, sans être complètement sûr, qu'ils n'ont pas été revaccinés. Donc 80%, 78% à 30-35 ans. Ensuite, on a récemment une cohorte brésilienne de primo-vaccinés d'une zone dite non endémique, hein, ça correspond en fait à la zone où il y a eu l'épidémie ces 2 dernières années, donc où on avait 85% de séropersistance à plus de 12 ans. Voilà. Ensuite, on a des données, y compris obtenues ici chez des patients particulièrement vulnérables, des transplantés d'organes, des patients VIH, pour lesquels on observe quand même malgré tout une bonne séropersistance, même si on sent que c'est un tout petit peu moins bon. Voilà, je vous ai mis l'exemple d'un travail rétrospectif qu'on avait fait ici, donc 84 personnes de plus de 60 ans vues entre 2005 et 2009, à qui on avait demandé un titrage, donc qui avait une contre-indication ou l'âge ou une autre contre-indication. Donc a priori, une réponse immunitaire moindre. Donc, vous voyez que le délai depuis la vaccination, il était entre 10 et 60 ans, et que les anticorps neutralisants étaient un titre protecteur chez 95%, et quand on prenait les personnes vaccinées depuis plus de 20 ans, c'est 87%. Donc c'est quand même relativement bon. Ensuite, la raison 3, qui n'est pas forcément la bonne raison, c'est-à-dire la raison scientifique, médicale, mais qui est possiblement la vraie raison politique, c'est, comme dit un éditorialiste collègue brésilien, c'est une rupture de stock ou des tensions répétées d'approvisionnement au plan mondial qui ont fait forcer la décision. Ensuite, ça a quand même eu des conséquences qui sont non négligeables et plutôt intéressantes, puisque ça a permis de valider des schémas de vaccination à dose réduite, à la fois en RDC, où on a une très belle étude qui a été faite en 2016 par les collègues congolais dans le New England. Donc, ils ont vacciné en sous-cutané à 1/5 de dose, et des résultats, alors c'est en paire épidémique, en partant de personnes qui étaient séronégatives à J0, vous voyez qu'il y a 98% de séroconversion entre J28 et J35, ce qui est absolument excellent, et normal en fait. Ensuite, les résultats à long terme, évidemment, ne sont pas encore disponibles, on les aura dans 10 ans, 20 ans ou autres. Toujours est-il qu'on a quand même des données plutôt rassurantes sur les révisions à distance de cohortes qui avaient été, ou d'essais qui avaient été effectués antérieurement
dans d'autres pays. Donc là, vous voyez une étude néerlandaise qui avait été faite il y a à peu près 11 ans, une étude d'évaluation d'un protocole en intradermique à 1/5 de dose, qui retrouve qu'on a 98% de séropersistance des anticorps neutralisants à 11 ans. On a un essai de dose qui avait été fait en 2009 au Brésil, qu'ils ont réévalué 8 ans après, et vous voyez que finalement, on est aux alentours de 85% au global, mais que, y compris à des fractions qui sont quasiment homéopathiques de la vaccination, on a une réponse qui est relativement bonne. Donc en pratique, ici, on est à 1/10 de dose, à 3000, là, voilà, ici, et vous voyez qu'on est à 80-85%. Donc on a pas mal d'éléments qui nous font penser que c'est finalement plutôt rassurant. Ensuite, est-ce qu'au final, ça va être valable pour tout le monde? Certainement pour le certificat, qui ne protège que celui qui le porte contre la vaccination, mais pas contre la maladie. Et pas forcément pour la protection anti-amaryle, puisqu'il est probable que sur certaines populations, on aurait besoin d'une deuxième dose après une primo-vaccination. En fait, tous ceux qui vont risquer d'avoir une réponse immunitaire un petit peu moindre. Les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans, les femmes vaccinées en cours de grossesse ou les patients qui ont un état immunitaire limite, c'est-à-dire des patients infectés par le VIH ou immunodéprimés qui ont été vaccinés antérieurement. Sous réserve, évidemment, qu'il n'y ait pas de déficit immunitaire persistant. Voilà, alors ça c'est la littérature sur la fièvre jaune. Vous voyez que ça croît, puisque ici c'est 2017-18, j'espère bien que ça va continuer. Là j'ai mis quelques questions qui me sont passées par la tête. Il y a pas mal de questions au sens d'un praticien plutôt de médecine, trop médecine des voyages. C'est comment prédire au mieux la survenue d'épidémies, d'épizooties. Est-ce qu'on pourrait mieux caractériser le rôle des différents effecteurs de l'immunité et l'impact que ça peut avoir sur des populations qui sont éventuellement moins réceptives, type les bébés, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés, les personnes âgées. Est-ce qu'on peut modéliser de façon simple la réponse à long terme dans ces différentes populations? On a à peu près le chiffre dans les modèles dans la population générale. Ensuite, ça c'est des choses qu'on avait essayé de voir aussi, les bases immunogénétiques de la persistance à long terme. D'autres choses qui sont irréalistes, qui sont, on va dire, les bases immunologiques des accidents vaccinaux. C'est trop rare pour qu'on y arrive un jour. Et puis d'autres éléments qui sont importants. Hein. On sait que, et ça a été documenté dans cette salle, entre guillemets, l'Aedes albopictus est un vecteur mauvais, mais potentiellement capable de transmettre. Il est parfaitement présent, y compris jusque dans la région parisienne. Donc, quels sont éventuellement, quel est le potentiel épidémiogène de ce genre de moustique? Et puis, est-ce qu'on pourrait trouver un vaccin mieux toléré, aussi immunogène? Et puis, ou alors, utiliser le vaccin contre anti-amaryle comme vecteur d'autres souches vaccinales antigéniques. Hein. Ça a été fait, par exemple, pour l'encéphalite japonaise avec du relatif succès. Voilà. Et puis là, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous rappelle que, pour tous ceux qui ne voudraient pas discuter aujourd'hui, le centre médical, c'est tout à côté. C'est tout droit. Bâtiment 13. Voilà.